Son nom, c'est Jean-François Toussaint. Si vous faites le tour un peu du web, vous allez voir son témoignage. Il a fait une sortie en compagnie de plusieurs dizaines de scientifiques en France au cours des dernières semaines. Je vais juste vous donner un aperçu de sa feuille de route quand même peu banale. Formé au lycée Jean Bart à Dunkerque puis au lycée Louis Legrand, il a obtenu un DEA de biologie moléculaire en 1990 dans le laboratoire de Katie Schwartz et un doctorat de sciences en 1995. Celui-ci porte sur le développement des IRM fonctionnels dans le diagnostic des maladies cardiovasculaires. Les travaux menés au Mass General Hospital de Boston est soutenu par la première bourse Harold English de l'Université Harvard. Il travaille actuellement à Paris-Descartes. À Paris, il est médecin. Son nom, c'est Jean-François Toussaint. Il est avec nous. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Dr Toussaint. Comment allez-vous ce matin? Bonjour, merci de votre invitation. Écoutez, très bien. J'espère aussi bien que vous, malgré la fraîcheur d'un automne qui commence à poindre. Votre sortie est très claire et sans équivoque, et c'est ce qu'on apprécie de la scène médiatique et de la scène des intellectuels en France, c'est que vous avez cette capacité-là de débattre dans le respect, tandis qu'ici, il n'y a aucune forme de débat possible. C'est un discours unilatéral et religieux, et tout le monde doit épouser en cœur la position gouvernementale. Ce qui est très malsain, mais au moins, saluons la France et sa richesse intellectuelle ce matin. C'est ce que je voulais dire d'entrée de jeu. Et vous mentionnez sur plusieurs tribunes qu'entretenir la peur n'est plus légitime. Qu'est-ce que vous entendez par ça? Oui, il nous semble que l'évolution des faits, l'évolution des chiffres de mortalité, dans une pandémie, le plus important de tous les chiffres à surveiller, c'est celui du nombre de décès. C'est celui de l'attribution des décès à la cause réelle de ce décès, c'est-à-dire est-ce que l'on meurt du Covid actuellement ou est-ce qu'on meurt avec le SARS-CoV-2, ce qui peut être très différent. Et donc l'évolution de tous ces éléments va nous montrer une tendance qui est actuellement très claire dans un grand nombre de pays dans le monde, et en particulier dans les pays qui ont des systèmes de suivi très précis, de statistiques, comme les pays européens, comme le Canada, comme les États-Unis, comme un grand nombre de pays en Asie, et qui vont donc nous montrer des valeurs et des chiffres et des évolutions qui sont unique et sur lequel on voit qu'il ne s'agit pas toujours de ce que les gouvernants en interprètent. Regardons ensemble la courbe du COVID en France. Moi, je la regarde à tous les jours. On remarque, docteur, et corrigez-moi, vous pouvez vous permettre de me corriger, de m'interrompre en tout moment, soit dit en passant. On remarque qu'il y a effectivement une courbe de cas parce qu'on teste énormément en France, mais on ne voit pas de corrélation entre cette courbe-là et le nombre de morts. Il n'y a pas beaucoup de morts à l'heure actuelle. Quelle est l'observation que vous en faites et votre analyse également? Effectivement, on a eu deux temps qui sont valables en France comme dans la plupart des pays européens. Le premier temps, c'est celui du printemps. On a une corrélation très forte dans l'explosion de février, mars, avril entre le nombre de cas positifs et le nombre de décès. Et on a deux courbes qui vont se suivre à 7 jours d'écart. Vous avez la même au Canada, vous avez la même au Québec, décalée de 2 semaines par rapport à l'Europe, le temps que le virus passe sur le continent américain. Et ce que l'on voit à ce moment-là, c'est que le pic de contamination, le pic de cas positifs sera suivi 7 jours après, donc c'est entre le 31 mars et le 7 avril, du pic de décès. Et donc, corrélation très forte. Et puis se passe l'été, et à partir du mois de juillet-août, on va voir s'envoler le nombre de tests positifs qui ne sont pas les diagnostics de sujets malades, mais qui vont simplement chercher le virus chez toute personne qui se présente, puisque maintenant le diagnostic est offert, il est libre, il est maintenant autorisé pour l'ensemble des Français, et on voit donc exploser ce taux qui va doubler par rapport à celui du mois d'avril, du taux de tests positifs. Et en regard de cela, il n'y a pas du tout de corrélation avec la mortalité, puisque la mortalité va rester pendant tout l'été entre 20 et 30 décès en moyenne chaque jour. Et maintenant, il y a une petite augmentation, certaine, mesurable, qui nous amène à des valeurs moyennes de 40 à 50 décès
chaque jour pour l'ensemble du territoire métropolitain et outre-mer compris. Est-ce que vous êtes à même de dire que nous approchons la fin de la phase pandémique? Alors, ce que l'on voit sur l'ensemble des pays qui ont, par exemple, comme la Nouvelle-Zélande, des structurations très particulières, ou Taïwan, qui ont fermé les frontières, les ports, les entrées, on voit que le virus n'est pas endémique. On voit qu'il n'arrive pas à se maintenir, et chaque fois qu'une invasion se fait, une phase invasive se fait, elle se termine au bout de quelques semaines à quelques mois. Il faut une réintroduction, comme ça a été le cas de 2 personnes de sujets britanniques, pour, en Nouvelle-Zélande, recréer une phase de contamination très brève qui a concerné 400 de Néo-Zélandaises et Néo-Zélandais et créé 2 décès. Le virus n'arrive pas pour l'instant à se maintenir sur une forme. Et c'est donc son aller-retour, c'est donc ces réimportations qui permettent de réensemencer, si j'ose dire, et de toucher à nouveau les cibles principales, faut-il le rappeler, ce sont les personnes âgées, ce sont parmi les plus vulnérables ceux qui ont de très grands facteurs de sédentarité, d'obésité, des facteurs de risque cardiovasculaire comme le diabète ou l'hypertension qui vont être les plus atteints. Mais derrière ça, on voit qu'il n'y a pas dans ces pays, et pour le principal, la Chine, qui a été le premier concerné, le premier touché, il n'y a pas de deuxième vague. Actuellement en Chine, on a eu depuis 4 jours 0 décès. La moyenne est inférieure maintenant à 1 décès par jour depuis 6 semaines. Donc on voit que cet aspect-là montre dans un très grand nombre de pays qu'une fois que le virus a touché ses cibles, c'est encore la Suède qui nous en fait la démonstration, elle a laissé le virus circuler sans avoir recours à un confinement. Elle a simplement demandé aux Suédois de respecter les distances sociales, de se laver les mains. Elle n'a pas opposé le port du masque obligatoire en milieu extérieur. C'est important en milieu intérieur, en phase pandémique très active, très explosive comme au mois de mars, mais ce n'est plus utile au mois d'août, en été, dans une fin de phase pandémique comme c'est le cas, et on voit que la Suède est actuellement en train, elle aussi, de terminer cette phase pandémique, et donc sur lequel on voit qu'il est nécessaire de comprendre la totalité de ces cycles avant de pouvoir en décider, en particulier sur la crainte de cette réactivation hivernale. Qui alimente la peur? Et qui a intérêt peut-être à alimenter cette peur-là? Et cette anxiété, tout ce discours anxiogène qu'on entend dans les médias et véhiculé par les politiciens, qui alimente cette peur? Comment on fait pour alimenter cette peur-là? Et qui l'alimente? Je veux dire, et quels sont les intérêts de ceux qui alimentent ça? Ouais, il y a un effet qui est un effet de contribution de plusieurs groupes d'acteurs, plus exactement, mais je ne suis pas certain qu'il y ait un réel besoin ciblé, un réel objectif de l'ensemble de ces groupes. On voit que c'est plutôt une émergence. C'est plutôt une propriété émergente des comportements de tous ces groupes qui vont réunir principalement les conseillers scientifiques qui n'ont pas fait, en France en tout cas, dans le conseil scientifique, qui n'ont pas fait de science, qui ont construit un discours politico-sanitaire au profit du politique, mais qui ont refusé d'observer la réalité et qui n'ont pas pris en compte les évolutions de cette réalité. Donc ce premier point, les scientifiques ou plutôt experts reconnus comme tels qui ont été appelés au soutien du conseil politique. Le second, ce sont les décideurs politiques qui étaient en place. Et puis le troisième, qui a un rôle majeur, ce sont les médias et ce sont des amplifications. On l'a vu par exemple pour la France avec un triangle parisien qui a créé des conditions de panique entre des experts parisiens. 10 membres sur 13 du conseil scientifique sont parisiens. Donc, ne tenant pas compte de l'évolution très différente de la pandémie à Bordeaux, à Rennes, à Cherbourg, à Lille, et avec un troisième aspect qui était le renforcement par des échos pour un certain nombre de médias, de journaux, de radio ou de télévision, qui reprenaient en boucle les seules analyses et la seule interprétation faite par le conseil scientifique. Cette boucle-là était extrêmement délétère et elle continue actuellement à tenir le discours pour
les Français qui sont encore sidérés par la hauteur de la vague. Il ne faut pas la nier, ça a été une maladie sérieuse au printemps, ça a été une maladie très importante qui a vu très clairement augmenter le nombre de décès dans 9 pays européens sur 28 seulement, et sur lequel on a une mesure de 115 000 décès supplémentaires par rapport aux 2 dernières années, 2018 et 2019 par exemple, et sur lequel on ne voit plus d'impact du tout depuis le mois de mai. Donc cet aspect-là est très important, il faut l'observer, le dire, et ensuite sortir de cette sidération, sortir de cette peur diffuse pour, une fois de plus, trouver les décisions adaptées qui soient proportionnées au risque actuel. Parce qu'à date, ce qu'on entend, c'est un discours très coercitif, c'est un discours d'intervention policière. Même ici au Québec, on parle de possibilité de faire intervenir des policiers dans les maisons privées afin de briser ce qu'on appelle des rassemblements toxiques. Je veux dire, c'est un délire sécuritaire qui peut être dangereux, docteur. D'abord, la loi, pour l'instant, dans un certain nombre de démocraties, l'interdit. Le fait de rentrer dans la sphère privée deviendrait quelque chose qui serait unique dans l'histoire à la fois politique de nos démocraties, avec tout le risque dont on les voit d'ailleurs actuellement, qu'on les voit subir dans d'autres contextes politiques. Si on rajoute cette idée-là que l'on n'est plus maître chez soi et que l'État devient à ce moment-là acteur de notre propre espace privé, on peut s'inquiéter sur les évolutions et sur la facilité avec laquelle les populismes et les extrémismes vont pouvoir se répandre si les démocraties elles-mêmes mettent un genou à terre et adoptent ces comportements. Qu'est-ce qui permet à un gouvernement de dire qu'il y a deuxième vague? Ici, on dit qu'il y a deuxième vague parce qu'on sent qu'il y a plus de cas. Mais évidemment, on teste plus. On est passé du simple au double dans le nombre de tests ici. Entre le 8 septembre et le 20 septembre, on est passé carrément du simple au double. Qu'est-ce qui permet de dire à un gouvernement donné sur un territoire donné qu'on est en deuxième vague, docteur? Quels sont les indices? Vous avez exactement le même comportement que les courbes européennes. Décalé de quelques semaines, comme je le disais, la vague s'est terminée pour vous début juillet. Et contrairement aux États-Unis, mais seulement les États du sud des États-Unis, c'est-à-dire les États concernés comme le Mexique aussi et les États d'Amérique du Sud, il y a un tropisme et donc des dépendances environnementales très différentes dans le sud des États-Unis et qui a vu cette deuxième vague d'été, mais qui n'était en fait que leur première à eux, par rapport à la première vague des États de l'Est des États-Unis et également de Québec ou de l'Ontario. Et donc pour vous, ça s'est terminé début juillet et il n'y a pas eu de réélévation significative de la mortalité. Vous êtes actuellement en moyenne aux alentours de 5 décès par jour pour Québec et à peu près la même chose, 2, 3, 4 pour l'Ontario, qui sont les deux principaux concernés pour le Canada. Par contre, on voit cette augmentation importante du nombre de cas positifs, donc de tests positifs, je le répète, plus de 500 au Québec, plus de 600 dans l'Ontario, qui sont en train de dépasser les valeurs qui étaient les vôtres au pic de l'épidémie du printemps, c'est-à-dire aux alentours de la fin avril, début mai. Et donc, cet aspect-là mime très précisément ce que l'on connaît en Europe. Donc on voit bien que c'est une frénésie diagnostique qui s'est emparée d'un certain nombre de gouvernants qui sont en train de rattraper ce qu'on n'avait pas réussi à maîtriser à l'époque, en tout cas pour la France, et qui n'était pas la capacité de réalisation qu'ont par ailleurs eu d'autres pays qui se sont organisés pour cela, comme l'Allemagne ou la Corée du Sud. Le fait d'aller développer une capacité de production industrielle des tests pour ensuite diagnostiquer les gens, tracer les contacts et isoler seulement les malades et les cas contacts au printemps était essentiel à la réussite du contrôle. La Corée du Sud nous l'a montré une fois de plus. Maintenant, ce que l'on fait, c'est de rattraper ce temps perdu, mais à un moment où ce n'est plus utile. Ce n'est plus le cas actuellement. Et ce que l'on voit par contre, et ce qu'il faut concevoir maintenant de façon très claire, c'est comment ça se termine. Une pandémie de ce type-là, avec un virus qui arrive. Et c'est une transmission très rapide, c'est une forme de sprinter, mais qui ne cesse de se donner le relais.
Et donc, en fait, comme je le disais, il faut des réimportations, il faut des réinfections pour pouvoir retrouver dans ces clusters, et en particulier pour les plus vulnérables, une expansion connue. Mais à la fin de l'épidémie, comment ça va se passer? Eh bien, simplement par l'immunisation de deux façons possibles. L'immunisation de la totalité de la population, soit parce qu'elle va acquérir spontanément, et ça a été le cas de la population suédoise, ça a été le cas aussi des plus jeunes pour nous cet été, et il vaut mieux l'attraper quand on est en bonne condition physique l'été, quand la charge virale est plus faible, que de l'attraper en plein hiver, où on est soumis à plusieurs autres virus et plusieurs autres types d'infections. Ou bien, l'autre version possible de l'immunisation, c'est celle du vaccin. Mais quelle est la sécurité, quelle est la certitude avec laquelle nous serons capables de disposer d'un vaccin fiable, efficace, neutralisant d'ici l'année prochaine? Personne ne le sait, et ce que l'on a vu dans les annonces publiques, qu'il s'agisse de vaccins russes ou d'autres, sont actuellement des emballements qui ne correspondent en rien à la réalité scientifique. Que pensez-vous des faux positifs? On parle de 50 % de tests des positifs qui seraient des faux positifs. Quelle est votre analyse? Ce chiffre varie énormément, il peut aller de 30 à 90 %. Vous avez vu l'étude du New York Times reprenant les chiffres de Harvard, là encore, Miller, qui montre que on a une capacité actuellement d'amplification des virus présents dans les narines des Québécois, des Françaises, des Français, de chacun, qui est incroyablement puissante. Lorsqu'on est dans la phase de la gravité de la maladie au mois de mars et que l'on prélève 1 microlitre de mucus dans une fosse nasale avec l'écoulement, 1 microlitre c'est un tout petit cube de 1 millimètre de côté, on a à peu près dans ce microlitre, dans ce millimètre cube, on a à peu près 100 millions de virions, 100 millions d'éléments viraux à l'intérieur. Actuellement, on ne détecte pas 100 millions de virus dans un microlitre. On est capable de détecter, avec les cycles d'amplification de la PCR, on est capable de détecter 1 virion par microlitre. C'est-à-dire qu'on a des tests qui sont 100 millions de fois plus puissants que ce qu'était la valeur de la maladie au mois de mars. Est-ce à dire que ça suramplifie le péril? Absolument, parce que derrière, on va constater quoi? On va constater un mélange de patients qui sont malades, de sujets qui ont rencontré le virus, qui sont asymptomatiques, et de personnes qui sont guéries, qui continuent à excréter des petites quantités de virus qu'on détecte avec ces chiffres d'amplification, dont il faut donner le nombre de cycles, parce que c'est ça qui indique une forme de charge virale. Et lorsque on peut comprendre ça, à ce moment-là, on sait que c'est lié à la contagiosité, on sait que si vous trouvez au bout de 20 cycles d'amplification un certain nombre de virus, vous avez quelqu'un qui est probablement non seulement malade, mais également contagieux. Si vous devez aller à 30, 35, voire 40 cycles d'amplification, comme c'est le cas pour un grand nombre de tests appliqués en France actuellement, à ce moment-là, vous trouvez des gens qui sont porteurs sains, des gens qui sont asymptomatiques et des gens qui sont guéris. C'est-à-dire qu'on va mettre à l'isolement des gens qui sont au contraire, qui apportent avec ce test la preuve que leur organisme a su se défendre contre le virus. Donc on est à l'opposé complètement de ce qu'il faudrait faire. Est-ce à dire que nos politiques fondent leur stratégie sanitaire et sécuritaire sur des statistiques qui sont plus ou moins fiables au final? Et ça a toujours été le cas. Et c'est encore le cas aujourd'hui. La réalité du chiffre, et c'est encore le cas aujourd'hui. On a une immense difficulté à trouver les bons outils quand on les a pas mis en place beaucoup trop tard, comme c'était le cas au mois de janvier-février, où certains pays ont su, en donnant l'alerte, je pense à Taïwan, l'alerte du 31 décembre à l'OMS, je pense à Singapour également, qui a le taux de létalité le plus faible au monde, 27 décès pour 57 000 tests positifs. C'est l'une des valeurs les plus faibles. Et elle montre en même temps ce qu'est la dangerosité de cette épidémie. C'est-à-dire que dans une population relativement jeune, active comme celle de Singapour, eh bien voilà, on a un taux inférieur à 5 pour 10 000. Inférieur à 5 pour 10 000. Ça, c'est la véritable mortalité de la Covid-19. Donc,
On sait par contre que si l'on a un grand nombre de facteurs de risque, si l'on est une personne âgée, si on est dans les maisons de retraite, et c'est là où globalement toute l'Europe, Suède compris, et le Canada également, a failli, c'est celle de la prévention des plus âgés d'entre nous, mais avec bien entendu, pour ceux qui sont partis, une diminution très modeste de l'espérance de vie parce que les personnes qui étaient dans ces maisons de retraite ou dans les EHPAD pour les établissements français, on le sait, ce sont des personnes dont l'espérance de vie est proche d'un an, donc sur lequel cette idée qui est celle d'une perte qui est toujours douloureuse doit être également comparée à ce que sont par exemple d'autres éléments qu'on a perdus au cours de cette campagne mondiale, par exemple la nutrition, la vaccination des enfants dans les pays émergents. On sait qu'il y a 150 millions d'enfants qui sont en train de passer non seulement sous le seuil de pauvreté, mais sous le seuil de famine. Ces enfants qui n'ont plus d'accès à la nourriture, qui n'ont plus d'accès aux campagnes de vaccination, sont aussi les conséquences du confinement mondial qu'on a connu pour la moitié de l'humanité. Et ça, c'est dramatique. Combien d'enfants sont morts en France? Êtes-vous en mesure peut-être de faire une évaluation? Je sais que vous en avez parlé dans certaines entrevues que vous aviez accordées en France. Moi, j'appelle ça l'angle mort de la pandémie. Les gens qui sont laissés pour compte, les gens qui se sont suicidés, les gens qui consomment des antidépresseurs et qui sont dépressifs. Hier, on en parlait ici aux États-Unis, mais en Amérique, on en parle. On en a parlé au Québec hier. Qu'est-ce que vous en pensez de cet angle mort-là de la pandémie qui est occulté par bon nombre de médias? Eh bien, c'est ce qu'il faut faire, on le dit depuis le début. Il faut ouvrir les archives et les laisser ouvertes longtemps, parce que le confinement, ce n'est pas un outil sanitaire, c'est un outil sociétal et c'est surtout une arme de destruction massive. C'est la seule qui a été utilisée au XXIe siècle, sur lequel on doit avoir tous les effets de court, de moyen et de long terme. Et c'est cela, on a encore eu une publication très récente d'une équipe française qui montre qu'il y a eu moins d'infarctus qui sont rentrés à l'hôpital. On sait qu'il va y avoir une augmentation de 2 à 5% de la mortalité par cancer dans les mois qui viennent parce que la prise en charge n'a pas pu être faite immédiatement. On sait qu'on a eu des morts subites qui sont décédés à leur domicile, qui n'ont pas osé appeler le SAMU. Plus de 200 juste sur la région, la petite couronne autour de Paris sur 2 mois de mars et d'avril pendant le confinement. Les suicides également, docteur. Les suicides, docteur, également, dont on parle peu, on n'a pas de statistiques tangibles encore. En maison de retraite notamment, a été considérable. On en voit progressivement les effets qui sont liés maintenant, cette fois-ci, à un isolement obligé sur lequel on maintient les résidents de ces maisons de retraite qui n'arrivent plus à voir leur famille, qui n'arrivent plus et qui sont progressivement en train de vivre ce qu'on appelle un syndrome de glissement, dans lequel l'abandon des formes de convivialité, des formes sociales avec leur famille, avec leurs proches, ou même avec leurs voisins de chambrée à côté, qu'ils ne peuvent plus voir, qu'ils ne peuvent plus rencontrer. Quand on leur dit « vous n'aurez plus qu'1 heure de rendez-vous par semaine » et encore, c'est uniquement si votre famille en fait la demande dans l'hygiaphone. On a des patients qui refusent cette éventualité. On a eu des quantités de cas et on voit que cette aggravation-là est un des éléments primordiaux. Et là, on a même fait la communication du président de la République hier soir. Comment l'histoire va juger les gouvernements et les États qui auront versé dans une brutale politique de confinement? Comment seront-ils jugés au final, selon vous? Qu'est-ce que l'histoire va retenir de la brutalité des confinements? Dans quel sens évolue l'histoire? Dans quel sens évoluent nos démocraties, nos espoirs et nos espérances? On va le vivre maintenant. Ce qui est certain, c'est que ce qui n'a pas été pris en compte avant qu'on prenne ce type de décision ahurissante à l'échelle d'une planète, à l'échelle d'une espèce entière, c'était l'état dans lequel nous étions. Or, celui-là compte de façon majeure. Nous avions démontré depuis plus de 10 ans maintenant que nous étions sur des plafonds de capacité individuelle, sociétale et collective, et que cela était le bruit de fond, le contexte dans lequel on se trouvait, dans lequel on voyait de plus en plus de difficultés à faire progresser, à augmenter, à croître encore, et la croissance économique n'en était qu'un des paramètres, l'espérance de vie en était un autre. Et ce que l'on voit là, c'est que ce constat
cas-là n'a pas été pris en compte. Il aurait fallu être extraordinairement prudent dans la façon de piloter cette épidémie dont, là encore, les Suédois ont fait le pari qu'elle était un événement important, mais qui n'allait pas être ce que nous avons connu, par exemple, avec le sida, ou ce que l'on connaît encore tous les jours dans le monde avec le paludisme, la tuberculose et ces grandes maladies infectieuses qui emportent des millions de gens chaque année. Là, on avait une émergence sur laquelle on pouvait prendre certains éléments très tôt parce qu'il avait été publié de la part des médecins en Chine, ce qui avait été publié par les rapports de l'OMS des mois de février, et les attitudes qui pouvaient être prises, ça a été le cas pour les Pays-Bas, pour l'Allemagne, pour la Suède, très différentes de ce contexte de confinement général, étaient justement pesées sur le rapport bénéfice-risque. Cela n'a pas été fait dans un grand nombre de pays et surtout le contexte n'a pas été pris en compte et donc du coup on se retrouve maintenant avec le camion dans le fossé et personne ne sait comment l'en sortir. Il y a un PDG d'un CIUS, c'est-à-dire une organisation locale sanitaire ici au Québec, qui a mentionné, c'est le Dr Lawrence Rosenberg quand même, qui est un médecin émérite, qui a mentionné, et ça a créé une cacophonie médiatique, il a mentionné que la COVID-19 n'était pas nécessairement plus dangereuse que la grippe saisonnière, sauf qu'elle attaque une certaine tranche de la population qui est plus vulnérable. Qu'est-ce que vous en dites? C'est toujours difficile de faire les comparaisons parce qu'il y a à la fois le nombre de décès à la fin, ça c'est le bilan qui est en train de s'établir maintenant, et oui. On voit qu'effectivement, on avait une année, en Europe en tout cas, une année très douce sur le plan climatique et une épidémie de grippe qui a été très faible dans son intensité. Donc on avait une sous-mortalité en janvier et février, et puis survient la Covid qui emporte les cibles qu'aurait dû emporter la grippe dans cette phase-là. Et donc on a une augmentation qui ne dure que les 6 à 7 semaines de mars et d'avril. Et puis ensuite, les courbes sont parallèles à celles de 2018 et 2019, mais avec une valeur qui, pour la France, compte à peu près 15 000 décès au lieu de 30 000 totaux, c'est la moitié, et 115 000 à 120 000 décès à l'échelle de l'Europe. Okay. Quelle conclusion vous en tirez? Décès pour 500 millions. C'est intéressant. Donc on a eu un élément qui, sur le plan mathématique, nous dit bien qu'il ne s'agit pas d'une simple grippe, mais seulement d'une double grippe. La valeur attribuée à cela est liée à une quantité, à une surmortalité qui reste qualifiée par l'INED, l'Institut de recherche démographique, de modeste. Donc ces points-là, il faut les voir. Et ce qui a par contre été majeur, ça a été l'interprétation et la sidération liée à la vitesse à laquelle ça s'est répandu, à laquelle nous n'étions plus habitués, alors qu'on avait connu les grippes de Hong Kong et les grippes asiatiques dans les années 50 et dans les années 60 et 70. Cette vitesse-là a surpris tout le monde, elle continue à sidérer, mais elle continue à sidérer une population qui est elle-même extraordinairement inquiète par toutes les menaces dans lesquelles finalement on se trouve, celle de la fin de la croissance, celle du réchauffement climatique, celle de grandes difficultés à pouvoir maîtriser des situations dont on voit qu'elles nous échappent tous les jours et tous les ans, et sur lesquelles là, cet impact important a été probablement surinterprété. OK. Donc, on a été impressionné par la vitesse de la contagion, mais lorsqu'au final, en tête froide, on regarde, il n'y a pas eu nécessairement une explosion de la létalité. Ce virus-là n'est pas nécessairement énormément plus létal que la grippe. Si je comprends bien, on a déplacé, il y a eu peu de mortalité, étant donné que durant la période de la grippe, là, janvier, février, mars, parce que à cause du climat en France qui était clément, on s'est rendu compte lors de l'arrivée de la COVID qu'il y a eu une multiplication des cas, mais c'est un déplacement de la létalité. Je tente bien de comprendre votre argument, oui, docteur? C'est ça, c'est ça l'idée. Parfait. Et si on regarde maintenant à l'échelle mondiale, eh bien, on voit qu'il y avait 4700 décès en moyenne hebdomadaire hier, c'est-à-dire une diminution de 30% par rapport au pic d'avril, et on voit qu'actuellement sur l'ensemble des pays du monde, on est sur une phase descendante. Il reste des régions qui vont augmenter encore leur taux comme en Inde, mais de façon générale, alors on ne peut pas prédire si d'autres mutations vont réaugmenter la virulence ou pas, mais ce qu'on voit actuellement, c'est qu'on est sur une phase descendante de l'épidémie mondiale. En conclusion, qu'est-ce que vous auriez à dire aux Québécois qui sont extrêmement anxieux, qui se font dire aux 10 minutes aux informations que c'est la deuxième vague, c'est le code rouge bientôt, la police va arriver dans vos maisons.
qu'est-ce que vous auriez à dire pour dégonfler l'anxiété ambiante, Dr Toussaint? La seule chose par laquelle il ne faut pas se faire contaminer, c'est la peur. Il faut savoir observer le réel tel qu'il est, il faut savoir l'accepter et il faut prendre les décisions proportionnées au regard de ces risques. Il n'y a que comme cela qu'on sera capable de mener une lutte coordonnée et appropriée au regard de cette épidémie. Ça a été un grand plaisir de s'entretenir avec vous ce matin, Jean-François Toussaint. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Bonne au revoir. journée. Jean-François Toussaint, médecin et professeur maintenant à l'Université de Paris, Descartes. Il était en France. Extraordinaire. Merci, Dom. Un discours qu'on ne peut pas avoir ici. C'est toi qui l'as booké quand même, mais je voulais absolument lui parler. Ah non, si un médecin qui tient ce discours-là, ben regardez. Vous avez eu le début d'une discussion à un moment donné avec Marc Lacroix qui venait s'entretenir avec Jeff. Oui. Mais ça a été la crucifixion. Maintenant, il y en a quelques autres. En tant que Dr Bernier devrait faire attention. D'après moi, il est très, très, très pertinent. Peut-être qu'il se sent protégé parce qu'il est en Gaspésie, mais ça peut arriver vite. Là. Il y a certains moments où il s'est retiré des réseaux sociaux. Là, il est revenu. À un moment donné, il faisait juste retweeter des articles sans lui commenter. Il est sur ses gardes quand même. Qu'est-ce que vous en avez pensé, les boys? Et les auditeurs, 88 670 9098. En fait... Qu'est-ce que vous avez compris? Ben, c'est parce qu'il y a un problème. Là. Il y a un problème dans ce qu'il a dit. Il a dit, entre autres, la seule chose à laquelle on ne doit pas être contaminé, c'est la peur. Mm-hmm. Mais moi, j'ai pas l'impression... C'était le discours de M. Arruda au tout départ. Je sais. Mais c'est parce que... Puis j'ai pas changé d'opinion depuis le mois d'août. Donc, moi, j'ai pas l'impression que le gouvernement gère une crise, une pandémie, là, une crise de COVID, une crise d'infectiologie. J'ai l'impression qu'ils sont en train justement de gérer la peur. Actuellement, là... Et de l'alimenter, avec l'histoire de la police dans la cuisine. Quand je regarde le gouvernement en point de presse, je vois quelqu'un qui essaye de convaincre sa blonde qui a peur des araignées de descendre au sol. C'est ça. Arachnophobie. Exactement. Il n'y a rien à faire, là. Lui, il dit qu'il ne faut pas qu'on pogne peur, mais moi, j'ai l'impression que c'est juste ça. C'est de la politique de peur qu'on a actuellement. On vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez. On parle à des gens de plusieurs horizons. Ça déplaît énormément aux autres médias qui aiment beaucoup faire partie de la chorale gouvernementale. Mais en France, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous allez entendre M. Toussaint sur plusieurs tribunes. Et nous, on a eu l'occasion d'avoir une longue discussion quand même avec lui. Ça a été une entrevue quand même d'une bonne demi-heure. 32 minutes? Oui. OK. Un des côtés positifs de la COVID, c'est que c'est poche que ça soit une crise mondiale, mais le fait que c'est une crise mondiale fait qu'on peut s'informer dans différents pays. Oui. Puis, tu sais, si t'as juste l'anglais puis le français, déjà, tu peux faire quand même une bonne partie de la boule, là. Puis voir les opinions divergentes, les opinions différentes qui s'expriment un peu partout, les manières différentes de gérer la crise d'un endroit à l'autre, puis voir ce qui en découle. Mais si tu t'es pogné juste au Québec, à t'informer juste ici, il y a un discours. Est-ce qu'il y a vraiment une deuxième vague? On peut se poser la question, là, en l'entendant. Là. On peut très, très bien se poser la question. Donc, moi, je continue à dire depuis le début que c'est pas une deuxième vague. Puis, en fait, je le prédisais cet été, on n'aura pas une deuxième vague. On va avoir une première vague dans des endroits qui n'ont pas été touchés jusqu'à maintenant. Et c'est ce qu'on commence à avoir à peine, là. Donc, les décès, je vais aller voir en France, en Europe, peut-être les décès. Toujours intéressant de voir la tendance en France. C'est juste te dire, j'ai trouvé, le chiffre est un peu difficile à trouver parce que lorsque tu regardes des graphiques, les 19 ans et moins, c'est tellement un nombre peu important que ça apparaît quasiment pas sur le graphique. J'en ai trouvé 2. Okay. À 19 ans et moins, je pense que c'est 126, si je me trompe pas, de 20 jusqu'à 40 ans, mettons. Et par la suite, ça, il y en a beaucoup plus, là. Ne vous laissez pas diriger par la peur. Entretenir la peur n'est pas légitime. Il a co-signé avec d'autres scientifiques une lettre. J'en ai parlé hier dans le One-Two Punch inversé avec Jeff, là, si vous voulez. J'en lis des bouts là, avec Jeff. Je ne vais pas refaire le segment que j'ai fait avec Jeff hier. Là. Mais en gros, là, c'est entretenir la peur n'est pas légitime.